c'est très intéressant ce qui se passe au procès de Luca Rocco-Magnotta. L'expert Gilles Chamberlain qui continue son témoignage et qui dit « Il est peut-être schizophrène, mais il est peut-être frappé de ce qu'on appelle la personnalité histrionique. » Et à chaque fois qu'on lui pose des questions, il dit « Il est peut-être schizophrène, mais j'ai tendance à penser qu'il est surtout histrionique, c'est-à-dire qu'il est très théâtral, il passe sa vie à vouloir faire un show. » Et donc, tous ses comportements étaient basés là-dessus, cette personnalité-là. Et le show ultime, ça a été de tuer de Yun Lin, de le défaire en morceaux, puis d'envoyer ça à des personnes telles que ça a été décrit antérieurement. On va en parler avec le Doc Mayou, avec Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est criminaliste. Bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir Denis. Alors, bonsoir Maître Rancourt. Allons-y d'abord avec le Doc Mayou. Personnalité histrionique, il s'est soulevé souvent et il dit même la Dr Allard et le Dr Watts de la Défense n'ont pas écarté cette possibilité-là. Alors, est-il possible qu'il soit histrionique ou pas? Bien, écoute, la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau. Le trouble de personnalité histrionique ou la personnalité histrionique, c'est une façon d'être de l'individu. Alors lui, il dit... Ce sont ses traits de caractère. OK, un n'empêche pas l'autre. Lui aussi, il dit non. ça. Mais il dit tout le temps, j'ai tendance à penser qu'entre les deux, ce qui a été le plus déterminant, c'est sa personnalité histrionique. Il dit, par exemple, pour essayer de comprendre, il a dit, un stripteaseur, quelqu'un qui veut donner un spectacle tout le temps, il devient stripteaseur, puis là, c'est pas assez, il devient vedette porno, ce qu'il est devenu, stripteaseur, vedette porno. Et après ça, il s'enfonce dans des choses comme tuer des chats, et il veut donner un show. Et ça n'a pas de limite. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais non, mais là, on n'est plus dans le trouble de personnalité histrionique, là. Parce que le trouble de personnalité histrionique, et ça vient du DSM, là, c'est pas les théories maison de Mayou, c'est quelqu'un qui a une émotionnalité excessive, qui pleure et rit fort, recherche beaucoup d'attention, Denis, dramatique, théâtrale, influençable. Alors, c'est une façon d'être au quotidien. OK. Ben, lui, il dit, il est peut-être schizophrène, il est peut-être histrionique, mais toutes les fois qu'il pose quelque chose, c'est parce qu'il est histrionique. Il veut donner un show, avant toute chose. Ben, un schizophrène, peux-tu vouloir donner un show? Non. Un schizophrène agit... L'individu qui est psychotique, OK, qui n'est pas traité, bon, n'a pas de personnalité précise. Il est en psychose, il est en perte de contact avec la réalité. Il entend des voix, il hallucine... Il peut voir des choses, il délire. Alors, il n'est pas dans un mode, dans un pattern de personnalité. Il est dans la maladie. Lorsqu'on le traite avec des antipsychotiques, il reprend sa personnalité et ses traits de caractère qu'il avait avant la maladie. OK. Alors, pour vous, c'est des traits de caractère, c'est pas important. Alors que pour lui, c'est important parce qu'il dit, il a pris de la drogue en plus, puis la sexualité est assez nébuleuse chez les histrioniques. Ils aiment ça donner un show, puis ils aiment ça de la sexualité intense. Bon. Et lui, il voit donc les meurtres subséquents dans une atmosphère sexuelle, alors que vous voyez pas ça. Il est important, pour rassurer le public, de dire que quelqu'un qui a un trouble de personnalité histrionique, écoute, à peu près jamais ça va conduire à des comportements homicidaires. OK. Tu sais, c'est un trouble de personnalité, c'est leur façon d'être. Et souvent, on en voit sur la place, dans les milieux, dans le théâtre, à la télévision. Alors, ce sont des personnes qui exagèrent, qui dramatisent, mais d'aucune façon, parce que c'est un diagnostic qui est posé assez souvent. Et il ne faudrait pas laisser croire au public que quand quelqu'un a ce diagnostic-là, on va commencer à s'en méfier parce que ça pourrait devenir un assassin, un charcuteur. OK. Alors, Maître Rancourt, là, quelle différence ça fait? Là? Vous voyez ça, là, c'est l'expert de la Défense, puis il dit schizophrène, oui, peut-être, mais histrionique, oui, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça peut faire pour le jury? Parce que, dans le fond, il a reconnu sa culpabilité. Il dit, c'est moi qui ai tué. Là. Alors, il s'agit de savoir est-ce qu'il était là ou pas. Là. Alors, qu'est-ce que ça implique, là? Mais là, on a un psychiatre qui vient dire que peut-être, puis possible, parce que on sait que la défense, et moi j'aurais fait la même chose, n'a pas permis que le psychiatre Chamberlain rencontre l'accusé. Donc, lui, il témoigne uniquement sur les rapports des autres, les rapports médicaux et ce que les autres ont dit. Donc, toujours, il va y aller avec des possibilités et on sait qu'en droit, la défense qui est apportée par la défense
il faut que le fardeau est sur la défense. Hein? Il faut que la défense démontre par une balance de probabilité qu'au moment de l'acte, c'est plus probable qu'il ne savait pas ce qu'il faisait bon. Pas besoin d'accord de tout doute. Pas besoin d'accord de tout doute. Non, absolument pas. 51-49. Ça veut dire quoi, cette balance de probabilité, là, techniquement? Là, ça veut dire quoi, là? 51-49. Est-ce que c'est plus probable qu'il ne savait pas ce qu'il faisait que moins probable? Si oui, à ce moment-là, on peut. Mais c'est pas le bénéfice du doute. Okay. Alors là, on a des psychiatres en défense qui sont venus dire de façon catégorique, on l'a analysé, on l'a rencontré, il était schizophrène, il ne savait pas ce qu'il faisait, il n'est pas responsable. On a du côté de la couronne le psychiatre le plus important, qui est Chamberlain, vient dire, moi, je ne l'ai pas examiné parce qu'on ne m'a pas permis de le faire, mais je peux vous dire que quand je regarde sa façon d'agir et tout ça, ben moi, ça m'enlève à penser qu'il n'était pas schizophrène au moment où il a commis les actes. Il savait ce qu'il faisait parce que il était organisé avant, il a été organisé après, hein, parce qu'on sait que immédiatement après le meurtre, parce que moi, les schizophrènes que j'ai vus dans ma carrière, où j'ai défendu de ces individus-là, une fois qu'ils ont tué et que le danger est parti, c'est terminé. Lui, dans son cas, ben, il va découper l'individu, va aller le porter, va l'envoyer à d'autres instances. Et c'est l'argument de Chamberlain, là. Il dit la même chose que vous, là. Il dit, moi, dans ma pratique, j'ai jamais vu ça, quelqu'un d'aussi organisé après avoir commis un meurtre comme ça. Ouais, et peut-être que le docteur Mailloux pourra nous renseigner là-dessus. Mais moi, j'ai jamais vu un schizophrène, une fois que le danger est parti, parce que la personne qui va tuer, c'est un danger pour lui, il n'y a pas d'autre choix que de la tuer, c'est terminé. Alors, docteur Mailloux, dans son cas. Rapidement, là, est-ce que c'est possible ou pas, là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on revient avec ça du côté de la défense. Maître Rancourt, je pense qu'il y a une nuance à faire ici. Rappelons-nous Alain Piché à Trois-Rivières. Un comptable de profession. Il fait un épisode de schizophrénie, tue ses parents et les découpe à la hache pour les mettre dans le congélateur. Deuxièmement, Denis Lortie, 1985, tuerie de l'Assemblée nationale, 3 morts, 13 blessés. Il était très organisé avant et après le massacre, il était tout autant organisé à la prison d'Orsainville. Il était psychotique au moment du délit de la tuerie. Alors, vous avez déjà vu ça. Soyons prudents. N'a jamais vu ici, ça, Maître Rancourt n'a jamais vu ça. Maître Rancourt, ici, ben moi, j'en ai déjà vu, là. Ben, c'est ça, mais Chamberlain... J'ai pas l'expérience du docteur Mailloux. Okay. Moi, j'ai pas l'expérience. Moi, j'ai l'expérience de mes causes. Et j'en ai plaidé peut-être 5-6. Docteur Mailloux, on a peut-être vu des centaines. Alors moi, c'est 5-6 cas où ces individus-là... Mais moi, je voudrais en revenir à une chose. Parce que le docteur Mailloux a servi cet argument-là hier ou avant-hier, puis là, vous m'arrivez avec ça. Il l'a pas vu. Et ma question, c'est est-ce que ça lui enlève de la crédibilité? Le Doc Mailloux dit ça lui enlève de la crédibilité, mais d'un autre côté, c'est la défense qui voulait pas trop qui voit Chamberlain. Alors, c'est juste à t'organiser pour pas que ton client rencontre un psychiatre, tu es sûr de gagner? Non, mais j'aurais fait la même chose parce que, sachant très bien que Chamberlain qui demande, par exemple, à rencontrer mon client, je le sais que ce qu'il veut, c'est arriver à la conclusion contraire de mes psychiatres. Donc, j'ai aucun intérêt, et ça, l'avocat Leclerc a bien fait, aucun intérêt de lui permettre de rencontrer l'individu parce qu'il va partir avec la prémisse que l'individu était correct puis il savait ce qu'il faisait. Mais donc, alors, le but, c'est de lui enlever la crédibilité. Messieurs, là, vous insinuez quelque chose qui est extrêmement grave. Maître Rancourt, vous êtes en train d'insinuer qu'un psychiatre est à la solde d'une des deux parties. Est-ce que j'ai bien compris? Et vous avez bien compris, ça arrive parfois, malheureusement. Je dis pas que c'est le cas de Chamberlain. Je vous dis que j'ai vu dans certaines causes où l'individu, le psychiatre, qui était appelé par une partie, épousait cette cause-là et n'était pas impartial. Et c'est la perception qu'on a dans le public aussi. Est-ce que c'est vraiment les avocats de la défense qui ont empêché Chamberlain de voir Magnotta ou c'est Magnotta qui a refusé de voir Chamberlain? Officiellement, on dit que c'est Magnotta qui ne voulait pas le voir. Oui, c'est toujours l'accusé qui décide, mais sur le conseil de l'avocat. OK, mais juste, il me reste 6 secondes. J'ai plus beaucoup de temps. Là. Je comprends votre objection là-dessus, Dr. Mailloux. Mais, Maître Rancourt, est-ce que ça va discréditer? Est-ce qu'il a moins de poids, le témoignage du Dr. Chamberlain, parce qu'il l'a pas vu?
Pas nécessairement parce que il se base sur les témoignages des autres, les rapports médicaux, tout ça. Les jurés pourraient prendre pour acquis que ce qu'il vient dire est fondé. OK, merci à vous deux d'avoir participé. C'est épouvantable. Ben, c'est comme ça que ça marche, si vous voulez, je vous dis. Notre système, c'est pour ça qu'on est beaucoup à le dénoncer des fois. Merci à vous deux d'avoir participé. On va le changer, le système, là, on va le changer. OK. Restez là au retour. On va parler de Québécois qui achètent les remparts de Québec, une transaction qui implique beaucoup de gens là-bas, particulièrement Patrick Roy, André Desmarais, Jacques Tanguay.